On est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, mercredi 21 avril 2021. Au programme du jour, on va commencer par le débrief de la keynote Apple avec une keynote orientée M1, donc leur nouvelle puce. Ils en ont mis un peu partout. Mais ça marche très bien, hein, donc ils ont raison. On va revenir assez rapidement. On va pas faire vraiment tout le détail, mais je vais vous expliquer ce qui a été présenté, les intérêts, s'il y en a, de chaque truc. Parfois, il n'y en a pas. On continuera avec Microsoft. Microsoft qui a deux news qui parlent de la première. Il se lancerait apparemment dans le cloud PC ou le cloud computing à l'image d'un service qu'on connaît bien en France, nous, Shadow. Donc vraiment ce genre de truc très prochainement. Et deuxième news qui n'est pas vraiment pareil, ce serait Discord qui a rejeté l'offre de Microsoft et qui a un peu rejeté toutes les offres d'ailleurs et qui aurait décidé de se lancer en bourse et de rester indépendant. On va revoir un peu les montants en jeu et ce qui s'est passé, mais ça a l'air assez clair et assez net la position de Discord sur le sujet. On parlera ensuite d'AMD et de son Fidelity FX sur les consoles Microsoft de dernière génération, Xbox Series X et S. On parlera très rapidement de Arctic. Arctic, marque surtout connue pour son catalogue de refroidissement. Ils ne font pas que ça, mais ici c'est de ça qu'on va parler. Et une extension de garantie, voilà, globale. Donc ils ont confiance dans leurs produits, ils ont décidé de le mettre en avant pour gagner des parts de marché. On parlera d'Acer qui se lance cette fois-ci vraiment dans les composants pour PC, avec non pas des ventilateurs comme ils l'ont déjà fait, mais bien de la RAM et des SSD. C'est maintenant une vraie entrée dans le marché des composants. Là où le ventilateur, c'est vraiment une approche, quoi. On parlera rapidement d'un boîtier qui est pour le coup assez atypique, qui a bien marché en petit format et qui a décidé de sortir en plus grand format sans être non plus très très grand. Un boîtier pour les adeptes du RGB. Et on finira sur les cartes graphiques toujours aussi compliquées, on va pas se mentir. Mais on va parler de cartes graphiques mobiles. C'est moins compliqué sur le marché des cartes graphiques mobiles. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est moins compliqué visiblement, parce qu'il y en a disponible de manière assez importante en stock en tout cas. Chez Nvidia avec de la 3050 et de la 3050 Ti, encore une fois mobile, et chez AMD avec de la 6600M, donc le M pour mobile encore une fois. On finira avec ce qui a été disponible aujourd'hui, bien sûr ça ne l'est plus, ça laissez tomber, ça ne dure pas, mais ça a été disponible et aujourd'hui il y a eu des prix, on va pas dire corrects, mais des trucs un peu plus planchés, un peu plus accessibles, toujours bien au-dessus de ce que ça devrait être, bien sûr, mais pour les configs un peu avec des budgets un peu plus serrés, il y a eu des trucs intéressants. Donc encore une fois, s'il vous faut absolument une carte graphique, vous pouvez en avoir, il faut juste être très réactif et avoir des alertes de partout pour être informé des stocks. Et après, vous aurez une chance d'en avoir. Malheureusement, ça se fera toujours à un prix plus élevé que ce que ça devrait être. On finira avec les cartes graphiques, on va pas plomber l'ambiance directe. On commence avec Apple et sa keynote, donc sa conférence qui s'est déroulée hier
je vais vous faire un petit résumé assez complet, mais sans trop rentrer dans les détails. On savait rien de façon officielle, mais on pensait fortement aux iPads. Il y a eu de l'iPad, effectivement, mais ça n'a pas commencé là-dessus. Ça a commencé sur les services, comme le font souvent les conférences d'Apple. Donc, les services, pas grand-chose d'intéressant sur les services, à part que, et on ne sait pas pourquoi, mais pendant les services, on nous montre un iPhone qui arrive en violet. Voilà, incroyable, nouvelle couleur de l'iPhone montrée pendant les services. Pourquoi, on ne sait pas. Ça s'est passé comme ça. iPhone 12 et 12 mini en violet à partir du 30 avril. Donc, très bientôt, comme d'habitude, Apple annonce des choses pour que ça arrive très vite. C'est leur politique et ils feront tout le temps ça. Ils préfèrent ne pas faire d'annonce si le produit n'est pas prêt et pas disponible en stock. Donc, 30 avril, très proche. Des iPhones violets pour les gens qui aiment le violet, pourquoi pas. Ensuite, l'AirTag. L'AirTag, incroyable nouveauté ultra innovante d'Apple, c'est faux. C'est le principe d'un porte-clés qui est géolocalisable et qui vous permet de retrouver n'importe quoi, en théorie n'importe quoi. Si vous l'accrochez à un sac, vous retrouvez un sac. Si vous le mettez dans un portefeuille, vous retrouvez un portefeuille, une voiture, ce que vous voulez. Qui bénéficie en plus, petite touche Apple, du maillage des produits Apple pour retrouver les trucs à longue portée. Alors, là-dessus, il y a quelques questions. Ça marche soit avec le Bluetooth et là, aucun problème, soit avec une autre technologie qui est disponible qu'à partir de l'iPhone 11, je crois, et uniquement sur les iPhones. Donc du coup, là, le maillage devient beaucoup moins important. Pour du coup localiser précisément ces AirTags. C'est disponible au prix de annoncé au prix de 29$ et 99 les 4. C'est plus cher en France forcément, c'est 35€ je crois le AirTag et 120 les 4. Je crois que c'est ça en France. Donc voilà, un gadget ou pas, ça dépendra de vous, ça dépendra de votre intérêt pour l'univers de la pomme. Si vous êtes un fan de la pomme, bah, vous trouverez peut-être ça indispensable. Si vous ne l'êtes pas, vous trouverez ça peut-être gadget. Chacun se fait son avis. Mais en soi, c'est pas si bête. Ça existe déjà. Il y a déjà des fabricants de trucs ressemblant à ce genre de trucs. Bien sûr, ça s'appelle pas Apple AirTag, vu que ce n'est pas Apple. Mais c'est pas vraiment nouveau et ça a du sens. Annoncer que ça bénéficie du maillage des produits, c'est cool, même si du coup, en réalité, c'est que partiellement le cas. Et c'est peut-être là que c'est un peu dommage. Mais si vous avez l'habitude de perdre vos clés, pourquoi pas. À noter tout de même qu'il vous faudra un appareil Apple pour... alors je sais pas si ça marche uniquement avec un iPhone. Je sais que ça marche avec un iPhone, mais je sais pas si ça marche avec les autres appareils Apple pour retrouver ensuite votre objet. Donc si vous le mettez sur un téléphone, il vous faudra probablement un autre téléphone pour retrouver votre téléphone. À noter tout de même, pour les gens qui pensaient le mettre sur leur téléphone, il faut y penser. On continue, on ne s'attarde pas trop. L'Apple TV. L'Apple TV, on commence avec les services Apple TV+, qui va être enrichi en contenu, blablabla. Des trucs que j'avoue, moi je connais pas, notamment une série qui s'appelle Ted Lasso, voilà, disponible de retour en juillet. Je ne connais pas. Ensuite, on nous parle de l'appareil, l'Apple TV. On nous annonce une nouvelle version avec une nouvelle puce. On passe à l'A12 d'Apple. Une puce qui a été rodée sur des téléphones, hein, aucun problème. Qui permet des caractéristiques encore plus sympas telles que du 4K. Alors on nous parle à haut framerate. On imagine 120 images par seconde, incroyable. Après, est-ce que vous avez vraiment besoin de 120 images par seconde pour regarder du contenu vidéo? Je ne sais pas, à vous de juger.
Salut Crofish. Et aussi une nouvelle télécommande. Donc voilà, on peut. Moi, je trouve qu'elle ressemble, elle ressemble vachement à l'idée des iPods il y a assez longtemps. Mais pourquoi pas, hein, je suis sûr que ce sera très agréable à utiliser, plutôt sympa et tout, plutôt bien fait en général. C'est le cas pour quasiment tous les produits Apple, pas tous, il y a des erreurs parfois. Mais là-dessus, sur le design, sur l'ergonomie, tout ça, ils travaillent beaucoup et ils veulent garder leur marque. Disponible, je sais pas quand d'ailleurs, cette nouvelle, peut-être tout de suite d'ailleurs, pour 179$ modèle 32 Go et 199$ pour 64 Go. Après, encore une fois, qu'est-ce que vous stockez sur votre Apple TV à part des apps? Est-ce qu'on stocke vraiment des films? Tout dépend de votre connexion, j'imagine. Les gens qui bénéficient d'une grosse connexion vont avoir tendance à ne pas stocker grand-chose. Peut-être que ceux qui n'ont pas des grosses connexions voudront avoir quelque chose de meilleure qualité et pourquoi pas de télécharger en amont. On continue avec les Mac et c'est là qu'on passe à la puce M1, la puce qui régale Apple depuis quelques temps, qui a été mise dans plusieurs trucs, notamment les MacBook Air et MacBook Pro. La puce M1 qui est vraiment, pour le coup, une première itération d'un nouveau genre de puce par Apple et qui est censé être l'Access d'Apple. Alors, par contre, qu'on s'entende bien, l'Access d'Apple n'est pas du tout accessible en termes de prix. Il faut garder ça en tête. L'Access d'Apple, c'est 1000€. Voilà. Là où l'Access de d'autres, c'est 500. On n'est pas dans le même monde. Ça reste Apple, tout est assez cher, voire très cher, suivant les trucs. Mais c'est censé être pas forcément le plus performant des puces de leur gamme. C'est ce qui a été annoncé à la base. Après, à voir ce qu'ils en font. Mais aujourd'hui, ils nous annoncent mettre une puce M1 dans leur nouveau iMac. En plus, plein de couleurs. Alors ça régalera certains, d'autres moins. J'imagine qu'il y a toujours la couleur blanche standard. Et équipé du coup de cette nouvelle puce qui, honnêtement, sur le papier est quand même un monstre. Encore une fois, c'est la sauce Apple, donc tout est optimisé aux petits oignons. Hein. Ils ont la chance de maîtriser le hardware et le software, donc tout est optimisé aux petits oignons. C'est la touche Apple aussi. Vous allez avoir vraiment des vraies machines de guerre avec un grand écran, mais pas si grand tout de même, parce qu'on est uniquement sur du 24 pouces. Ça, c'est un peu étrange d'avoir limité à du 24 pouces. Mais sur le papier, c'est quand même plutôt sympa. On a vu que notamment pour les créatifs, les graphistes, les performances, par exemple sur Photoshop, ont l'air d'être quasiment imbattables. Alors que, encore une fois, on est sur la puce M1 qui n'est pas censée être le haut de gamme de chez Apple. Bien sûr, le haut de gamme de chez Apple sera très cher. Mais pour les professionnels, parfois, on veut bien payer cher pour avoir toujours plus de puissance. Donc, il faut savoir à qui s'adressent ces produits. Ici, on n'est pas que pour les professionnels. On est vraiment pour tout le monde. Mais chez Apple tout de même. Donc on a des prix, je sais même pas si on a les prix ici. On n'a pas les prix, mais on sera aux alentours de 1000€. Hein. De toute façon, chez Apple, pensez pas qu'il y a grand chose qui coûte moins de 1000€. À part, on a vu l'Apple TV. Effectivement, ils ne pouvaient pas la mettre à 1000€. Mais sinon, les autres produits, quand c'est un vrai produit à part entière, souvent c'est premier prix vers les 1000€. Faudra aller voir. En plus, ils sont configurables. Mais on nous promet vraiment les iMac les plus puissants qu'on ait jamais vus et ils le seront sûrement encore plus sur certains applicatifs spécifiques, notamment encore une fois Photoshop qui a été visiblement ultra optimisé du côté de chez Apple et ils ont bien raison vu que beaucoup de leurs produits servent à faire tourner ce genre de logiciel. Ah si, on a les prix. Alors les prix, voilà, 1299$ version standard et 1499. On peut
Donc on reste quand même du accessible du côté de chez Apple, ne pas dépasser les 1500 €. Ça reste, ça reste très correct du côté de chez Apple. Après, ça peut paraître cher pour un ordinateur all-in-one. À noter aussi tout de même qu'on est sur un ordinateur all-in-one qui est ultra fin. Ça, c'est tout de même à noter. On a tout un ordinateur dans cet écran et on reste avec un écran ultra fin qui sera en plus, sauce Apple, donc ultra bien fini avec une très belle image. Là-dessus, on en est sûr. C'est quand même des beaux objets, pas destinés à tout le monde, mais des beaux objets. On passe à l'iPad. Petit point sur l'iPad vite fait avant de commencer sur ce qui a été présenté. À l'heure actuelle, on avait un iPad Pro et un iPad Air. L'iPad Air était plus puissant que l'iPad Pro. En termes de performance brute, la puce à l'intérieur de l'iPad Air était plus puissante que celle de l'iPad Pro. Vu que l'iPad Air bénéficiait de la dernière puce qui est la 14, un truc comme ça. Et l'iPad Pro était d'une version antérieure. Donc, c'était pas vraiment possible pour Apple de garder ça en l'état. Forcément, ils ont une nouvelle puce qui marche plutôt bien dans les MacBook Air et Pro. Maintenant, dans l'iMac aussi, petit format. Pourquoi on mettrait pas une puce M1 dans un iPad Pro? Comme ça, on aurait l'iPad le plus puissant possible et une vraie machine de guerre. Vraiment un vrai matériel qu'on peut vendre à des pros parce que, encore une fois, on est sur de la puce qui a des vraies performances dans plein d'applicatifs vraiment utiles pour les pros. On peut le dire comme ça. Du coup, on sort l'iPad Pro M1, forcément. Du M1 partout, hein. C'était simple. Vous prenez un produit Apple, vous mettez un M1 dedans et il sera présenté à la conférence. On ajoute aussi petite variante par rapport à l'édition précédente. On peut avoir jusqu'à 2 Tera de stockage. Bien sûr, ça coûtera une blinde. Oui. Mais vous avez le droit jusqu'à 2 Tera de stockage. De la 5G aussi, si vous en avez envie. Enfin, tout ce que vous voulez. Ça va coûter très très cher. On est sur l'iPad Pro. Je sais pas s'ils donnent les prix. Je sais que ça va jusqu'à 2500 la version la plus chère avec 2 Tera et tout. Donc on est encore une fois sur des prix bien élevés. On nous dit aussi qu'on a amélioré l'écran et l'appareil photo. L'écran qui devient du micro LED. Donc un peu dernière invention accessible. Non, du mini LED, pardon, justement. C'est ça, j'arrête pas de me tromper. Du mini LED et pas du micro LED. Micro LED qui est dernière invention inaccessible en termes de prix, qui est bien trop cher. Et le mini LED qui est la dernière... le dernier LCD inventé pour être un peu mieux, tout en restant à des prix que les gens peuvent acheter. Là où le micro LED, il faut soit être un milliardaire, soit être une entreprise qui déjà a une vraie trésorerie, pour avoir un écran toujours plus beau, alors toujours plus des couleurs toujours plus belles, toujours plus de luminosité, machin. Ça, voilà, mini LED. J'arrête pas de me tromper entre les mini LED et les micro LED. Rien à voir. Mini LED, c'est la dernière façon de faire des LCD avec toujours plus de LED pour éclairer et du coup faire des zones plus précises et avoir une luminosité bien meilleure. Et micro LED, c'est l'avenir qui est trop cher. Du coup, les prix. Ah yes, les prix. Du coup, ils nous donnent 799 $ pour la petite version, la version 11 pouces, qui, elle, ne change pas de prix. Par contre, sur la version 13 pouces, on est à 1100 $. Petite augmentation, je crois, de 100 $. Il devait être à 999 avant. Et ça peut monter pour la version 13 pouces à 2500 et des poussières. Avec du coup 2 Tera. Et aussi à noter que vous avez plus de RAM sur la version 1 et 2 Tera que sur les versions avec moins de stockage. Pourquoi? Parce que Apple a décidé. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont annoncé. C'est déjà pas mal. Encore une fois, de la puce M1 pour tout le monde.
Franchement, clairement, on n'attend plus que l'iPhone M1 et on pourra avoir le full combo en puce M1. Ils ont raison, ils ont inventé une puce, elle marche bien, les gens sont conquis, les performances sont au rendez-vous. S'ils peuvent l'adapter à leurs autres produits, c'était l'idée de base, hein, c'était d'avoir la maîtrise partout, aussi dans la puce. Ils utilisaient jusqu'à maintenant des puces dérivées des puces mobiles, des puces créées pour l'iPhone. Maintenant, ils utilisent une puce dérivée des puces des PC portables. Si ça marche mieux et que c'est plus performant, ils ont bien raison. À voir derrière les tests des produits, mais en général, ce sera sauce Apple. Hein. C'est très cher, tout ça, mais au moins, il y a du stock, les produits sont bien finis et il y a rarement des problèmes majeurs. Après, on n'est jamais à l'abri. Mais en général, tout ça est plutôt très bien maîtrisé de la part d'Apple. C'est leur idée de tout contrôler. Là-dessus, bah, effectivement, ils finissent par très bien maîtriser les choses. On a d'autres problèmes, mais les sorties de produits, en général, c'est carré. On continue avec Microsoft. Microsoft qui a une bonne nouvelle et une mauvaise. Bonne nouvelle, ils se lancent dans le cloud PC. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça cloud PC. Mais en gros, le principe est d'avoir un PC à distance utilisable depuis à peu près n'importe quel appareil qui peut ouvrir un navigateur. Le principe de base est là. Ou avoir un store d'applications. Très sympa, très utile. Après avoir déjà le prix. Premier point. Et deuxième point, la réalité du service, c'est-à-dire les problèmes de latence, ou ça en fonction de la connexion. On parle de services à distance, donc encore une fois reposant sur une connexion Internet et sur un réseau qui est plus ou moins fluctuant. Même si ici on parle de Microsoft qui a déjà du savoir-faire, ils font déjà de l'hébergement via Azure, ils font aussi du cloud gaming avec xCloud. Ils ont commencé à faire des tests un peu avec des entreprises sur ce cloud computing, ce cloud PC. Et visiblement, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ils ont l'air de bien tenir la charge. À voir aussi comment c'est lancé. On nous annonce ici le mois de juin ou mi-juillet au plus tard, déjà. Ensuite, on ne nous dit pas où. C'est aussi un point important. Est-ce que ce sera directement dans le monde? Est-ce qu'on va avoir des zones, on imagine les États-Unis dans un premier temps et ensuite on verra? Parce qu'effectivement, c'est pas pareil et on a du mal à, même si c'est Microsoft, ça paraît compliqué de lancer le truc dans le monde entier sans limitation d'un coup. Ça paraît peu envisageable. Donc il faudra voir ça. C'est très intéressant. Chez nous, on connaît Shadow qui connaît des problèmes. Shadow qui fait exactement ça, hein, qui fait du cloud PC. Vous prenez un abonnement et vous avez un PC disponible depuis n'importe quelle application. C'est aussi très intéressant en théorie pour le jeu vidéo, parce que ça vous permet pour le coup d'avoir une très bonne config depuis n'importe quel appareil, et donc une bonne expérience de jeu sur n'importe quel titre à partir de n'importe quel appareil, une fois que vous avez une bonne connexion, tout de même, il faut une bonne connexion. On a vu qu'il faut aussi du coup savoir faire évoluer les configs, pouvoir engranger de plus en plus de gens et garder un service stable, ce qui est pas forcément évident. Encore une fois, ici on parle de Microsoft. S'ils veulent vraiment et qu'ils s'en donnent les moyens, ils pourront. Mais pour ça, il faut aussi que ça soit rentable pour eux. Sinon, ils ne le feront pas gratuitement. Il n'y a pas d'intérêt. Et ça demande tout de même des énormes ressources et des data centers bien dimensionnés. Encore une fois, c'est Microsoft. En théorie, ils les ont. Mais il faut se donner les moyens. Après cette nouvelle prometteuse de Microsoft, on apprend que Discord rejette l'offre de rachat de Microsoft. On en avait parlé maintenant il y a quelques temps, on avait même dit, et c'est ce qui avait été annoncé publiquement, que Discord et Microsoft rentraient dans des discussions exclusives. Visiblement, ça s'est pas fait.
visiblement, c'est pas fait. Ils ont rejeté l'offre. On parle de jusqu'à 12 milliards ou 10 suivant les médias. En vrai, on sait pas trop, mais ce qu'on sait, c'est que Discord a annoncé publiquement qu'il rejetait l'offre du géant américain et qui rejetait les offres de tout le monde. Au passage, visiblement, il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées et qui s'étaient glissées dans les discussions, notamment un grand nom qu'on connaît aussi, Amazon, qui semblait intéressé pour acheter Discord. En même temps, Discord est quand même quelque chose de plutôt intéressant. C'est déjà un service très fonctionnel, avec un nombre d'utilisateurs réguliers conséquent et qui rassemble certaines communautés qui parfois peuvent être plutôt investies. Donc c'est quand même un potentiel rachat intéressant. Mais ici, Discord a visiblement trouvé qu'il avait assez de valeur pour se jeter dans la grande inconnue tout seul et être introduit en bourse. Alors d'ailleurs, je sais pas exactement comment ça marche. J'imagine qu'il va falloir beaucoup de paperasse et de temps et de choses comme ça avant que ça se fasse. Mais c'est intéressant qu'ici, Discord ait choisi l'indépendance plutôt que d'être acheté et de gagner plein d'argent. Euh, on parlait quand même de dizaines de milliards de dollars, hein. C'est tout de même conséquent comme somme. Ils préfèrent garder la main sur la barre et de continuer l'aventure. C'est quand même assez incroyable de renoncer à des dizaines de milliards, mais ça prouve qu'ils ont confiance dans leur projet et qu'ils comptent le mener encore loin. Et c'est beau. On continue avec le Fidelity FX qu'on annonce pris en charge sur les Xbox nouvelle génération, donc Series X et S. Alors, premier point, qu'est-ce que le Fidelity FX? Très simple, c'est l'équivalent du DLSS à la sauce AMD. Attention, c'est pas du tout le même principe, mais l'idée de base est la même. C'est une technologie d'upscale pour permettre de soulager votre machine et pour vous en théorie, de ne pas le voir, du coup d'avoir une expérience toujours plus belle et plus fluide, tout en permettant à votre machine de le faire de façon raisonnable. La différence majeure entre ces deux technologies concurrentes, c'est que le DLSS de Nvidia, jusqu'à maintenant, s'appuie sur l'intelligence artificielle et des cœurs, donc du matériel dédié à l'intérieur des cartes graphiques pour effectuer ce travail. AMD, eux, ils ont été clairs, ils ont dit nous, pas de matériel dédié, pas d'intelligence artificielle, enfin pas de matériel dédié en termes d'intelligence artificielle. Ça dit pas d'intelligence artificielle, mais en tout cas pas de matériel dédié. Et la promesse de faire aussi bien. Jusqu'à maintenant, on attend encore. Mais ils peuvent y arriver. Ils nous ont déjà surpris sur plein de trucs et ils ont été capables de remonter la marche qui les séparait de la concurrence dans d'autres domaines. Donc, quand AMD nous dit on va le faire, on veut bien les croire, on attend de voir. Ici, on nous parle de la compatibilité sur Xbox nouvelle génération. Encore une fois, oui, mais non. Oui, parce que effectivement, en théorie pure et dure, c'est compatible. En réalité, ils viennent d'ajouter ce qui permet de le rendre compatible et donc permet aux futurs développeurs de rendre compatible leur jeu avec cette technologie. Ça, c'est la réalité. Ça va du coup arriver sous peu, le temps que les studios et les développeurs prennent le truc en main et testent l'efficacité et peaufinent les choses, et que du côté d'AMD on fasse exactement la même chose parce que voilà, la première itération ne sera pas la meilleure. Du côté de la concurrence, Nvidia, son DLSS première itération n'était pas la meilleure technologie vue, alors que maintenant on est quand même sur quelque chose de très solide. C'est des technologies qu'on rôde.
encore une fois, et on verra dans le temps. Ce qui est aussi important à soulever, c'est qu'ici on parle de Xbox, mais on sait qu'entre la PlayStation 5 et les nouvelles Xbox, c'est plus ou moins la même chose à l'intérieur. Donc, quand on entend ici que ça arrive sur Xbox, on sait qu'on va avoir la même chose du côté de Sony et de sa PlayStation. Donc ne vous en faites pas si vous êtes fanboy PlayStation, ça va arriver pour vous aussi. Dans tous les cas, il va falloir un peu de temps avant que ça se mette en place et que ça soit vraiment efficace. C'est normal, hein, on est encore sur les débuts de ce genre de technologie. Nvidia a mis du temps avant de peaufiner le sien et AMD ne dérogera pas à la règle avant d'arriver, je l'espère, à quelque chose de très bien. J'espère aussi bien que le DLSS, mais ça risque d'être compliqué sans cet appui sur du hardware dédié. On verra. On verra si AMD a des ingénieurs talentueux sur le coup. On continue avec Arctic qui a décidé. Voilà, franchement, c'est un jour ils se sont levés, ils se sont dit, franchement, nos produits sont super bien, ils sont hyper qualitatifs, on les garantit que 3 ans, pourquoi on les garantirait pas 6 ans? Et peut-être qu'il y a des gens qui nous découvriraient grâce à ça. Ils l'ont d'abord fait sur des kits de water cooling il y a quelques temps, et là ils sont passés à l'étape suivante, ils le font sur tout, ou presque. Ils ont une partie audio, j'avoue je connais pas trop la partie audio Arctic, mais visiblement pas la partie audio. Mais tout le reste, et surtout, j'imagine, tout ce qui est la partie refroidissement, ils sont surtout connus pour ça. Ils sont sûrs de leur matos. 6 ans de garantie. 6 ans, c'est beaucoup. Hein. 6 ans, c'est beaucoup. Et en plus, petite cerise sur le gâteau. Effet rétroactif. Donc, tous les gens qui ont du matériel Arctic qui était plus sous garantie, si ça fait moins de 6 ans, vous êtes toujours sous garantie. Et ça, c'est quand même sacrément sympa. Ça arrive pas souvent, ce genre de truc. En général, ça sort direct avec une grande garantie ou alors pas si grande et ça ne bouge jamais. Ici, ça prouve la confiance dans leurs produits et j'imagine qu'ils pensent gagner des parts de marché grâce à ça. Ça peut convaincre pas mal d'acheteurs en soi. 6 ans de garantie, ça paraît quand même pas mal. Après, faut voir aussi la qualité des produits. Et effectivement, Arctic, c'est qualitatif sans être hors de prix. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée. On continue avec Acer qui avait décidé de se lancer dans les composants et qui nous avait présenté un ventilateur un peu petite déception du coup. Ici on nous reparle de Acer qui se lance dans le composant et petite régalade, des vrais composants, des barrettes de RAM ici, barrettes premium avec du RGB. On n'a pas beaucoup d'informations à part les visuels. On voit qu'elles sont quand même ultra grosses. Le radiateur qui est plutôt imposant. On a la version plus bas de gamme, sans RGB, mais toujours avec des radiateurs plutôt imposants. Donc attention à la compatibilité avec votre config parce qu'il y a des trucs qui peuvent gêner, surtout si vous en installez 4. Et on finit avec un SSD, encore une fois, pas énormément d'informations. On sait que c'est du PCI Express 3.0, des débits 3400 en lecture, 3000 en écriture. Donc plutôt classique pour du PCI Express 3.0. Ici, on nous présente un modèle 1 Tera, mais on imagine qu'il y aura probablement plusieurs versions avec différents stockages. En tout cas, on l'espère qu'ils ne sortent pas un seul SSD. Ce serait dommage. A noter que c'est fait en partenariat avec une entreprise que je connais pas du tout, qui s'appelle Bwin. J'avoue que je connais pas du tout. J'ai essayé de me renseigner et j'ai pas appris grand chose. Apparemment, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Bwin, ils ont fait notamment des SSD pour HP. Donc, ils ont l'habitude de faire des partenariats avec des boîtes qui ont un nom connu et de proposer du matériel de ce type. Je sais pas trop en termes de qualité, mais j'imagine que Acer va être quand même à cheval sur la qualité, surtout pour un démarrage. Et encore plus pour le modèle haut de gamme de RAM, qui pour le coup a un design plutôt travaillé. Et c'est bien d'avoir des trucs un peu différents. Il en faut pour tous les goûts. Et pourquoi pas.
à voir dans un second temps les prix. Et là, là j'espère que ce sera pas trop élevé aussi parce que sinon, voilà, arriver direct en haut de gamme ou très haut de gamme, ça peut être délicat. On continue avec du boîtier. Dernière news avant les cartes graphiques, donc après on pleure. Petit boîtier plutôt sympa, que je ne connais pas trop, en vrai. Très axé RGB, vous le voyez ici, un petit peu côté discothèque. Ici, une config plutôt stylée. En vrai, j'aime plutôt bien. Il existait en version petit, version micro ATX, le G3M. Ils le font en version un peu plus grand, format ATX, le G3. C'est Apex Gaming, la marque. Aucun rapport avec le jeu Apex, hein. Donc voilà un truc, un boîtier qui est autant un bel objet qu'un objet utile. On voit ici, il y a beaucoup de travail fait pour que tout soit visible. Une grande façade vitrée. Enfin, d'ailleurs, pas une façade, un côté vitré et une façade, pour le coup, qui est pas trop exubérante. On voit un petit peu de surface vitrée sur la façade et beaucoup de plein. Alors oui, on ira chercher, j'imagine, pas mal les RGB, les lumières, tout ça sur ce genre de boîtier et c'est fait pour. En vrai, moi je suis pas contre. Encore une fois, moi j'aurais pas ça parce que mon boîtier est tout caché dans un coin machin. Mais s'il est bien exposé et tout et de bon goût, et bah c'est plutôt sympa. On est sur de la grande compatibilité tout en étant uniquement ATX et pas EATX. Mais de quoi vous faire une bonne config gaming aussi belle que performante, tout en gardant du coup, vu qu'on est que sur du ATX, un boîtier qui n'est pas non plus une armoire. On est sur des dimensions correctes, en étant quand même un peu grand pour garder une bonne compatibilité. Je trouve honnêtement le design plutôt réussi. Qui ne plaira pas à tout le monde, mais plutôt réussi. Cartes graphiques, je vous le disais, on va tous pleurer. Petit point avant sur les cartes graphiques qui sont disponibles. En général, elles, des cartes graphiques mobiles. On nous annonce chez Nvidia 3050 et 3050 Ti pour avoir vraiment de l'entrée de gamme. Parce qu'honnêtement, à l'heure actuelle, pour avoir un PC avec une 3060, au moins 1500 si vous avez une bonne promo, mais sinon c'est plus cher que ça. Donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir bénéficier des dernières technologies de cartes graphiques Nvidia en achetant un PC neuf sans forcément y mettre 2000 euros. On est sur forcément de l'accessible, 4 Go de mémoire dédiée. Pour la 3050, je sais pas si on est à plus pour la... Non, on est à 4 pour les deux. On sera légèrement plus puissant sur la 3050 Ti, mais voilà, il n'y aura pas un écart énorme. On est sur des versions mobiles, donc plus petites, qui consomment moins, qui dégagent moins de chaleur, qui seront moins performantes que les versions de bureau. Mais on sera sur mieux que ce qui se faisait avant, à noter en plus qu'avant. Et ça, c'est le point très intéressant. Avant, il n'y avait pas de 2050. Donc, les 50 commencent à dater un peu. Et là, du coup, le gain par rapport à n'importe quel 50 mobile antérieur, il est quand même assez énorme. Encore une fois, il faudra voir les prix. Tout est dans le prix, toujours. Mais il y a un vrai potentiel sur ces cartes. On sera sur de l'access, ça ne permet pas de tout faire tourner au max comme des fous. C'est limité à du Full HD, mais ça permet de faire du gaming sur PC portable sans se ruiner, et ça c'est beau. Donc j'ai hâte de les voir sortis réellement et de voir ce qu'elles ont dans le ventre. Si on a un vrai gap, normalement on devrait l'avoir, mais j'attends le test pour être sûr. Pareil, chez AMD, on fait à peu près tout pareil avec l'annonce d'une RX 6600M avec voilà 8 Go elle. Voilà, c'est toujours plus.
Et en plus l'annonce très prochainement de la suite de la gamme 6000M, donc les mobiles. On sait pas trop ce que vaut cette carte, on nous annonce 8 Go de mémoire. Ça devrait être, on l'imagine, à peu près dans les eaux d'une 3060, si les trucs sont à peu près respectés, avec du coup du Full HD++, en gros. On nous annonce aussi à venir la suite de la gamme 6800, 6700, 6660 et 6500, ainsi que 6300 pour vraiment le tout début, vraiment juste dire vous avez une carte graphique dédiée, clairement. On ne sait pas trop ce que ça vaut, mais ça complète la gamme des puces mobiles chez AMD. Ils avaient jusqu'ici bien décliné leur série 5000 de Ryzen. Ici, ils vont décliner leur série 6000 de Radeon pour couvrir tous les secteurs et toutes les gammes dans le milieu du mobile, comme ils essayent de le faire sur le secteur du bureau, même si on attend encore les processeurs de bureau avec partie graphique intégrée. Voilà, c'était ma petite pique, c'est gratuit, c'est pour moi, ça me fait plaisir. On finit avec ce qui a été disponible aujourd'hui, on verra juste après que ça ne l'est plus bien sûr, mais aujourd'hui a été disponible pas mal de modèles de 3060, 3070 et 3090 à des prix plutôt variés. La moins chère à 580 € pour une 3060. Alors oui, c'est cher, mais aujourd'hui, c'est pas si mal. Aujourd'hui, c'est pas si mal. Ça me fait mal de dire ça, mais aujourd'hui, c'est pas si mal tout de même. On a un autre modèle de 3060 à 600 et un dernier à 630. Donc vous voyez, on peut vite monter, toujours sur des 3060. Les 3070 à partir de 920 € pour la MSI et 1000 pour la Palette. Donc encore une fois, vous voyez une différence assez énorme pour des cartes qui sont à peu près censées être de même performance. Et bah, les 3090, elles sont toujours plus chères, 2580 pour la Gigabyte et 2740 pour la Aorus. Ces cartes qui nous font rêver, hein, mais qui sont toujours à des prix voilà, hein, qui ne font pas envie. Clairement, ça fait tout de même mal de se dire que une 3060 coûte au moins cher aujourd'hui. Si vous avez eu de la chance en plus d'être disponible au moment du lâcher des stocks et assez réactif pour l'avoir, seulement 580 €. Mais le pire c'est que voilà, elles partent bien parce que, allez, on va actualiser pour le kiff, mais de toute façon il n'y a rien. Encore une fois, 730, 710, 710, 710, 710. Avec ça, vous ne jouez pas. Et après, on a celles-là qui ne se vendent pas visiblement. C'est Power Color 6900 XT. Donc le très haut de gamme de chez AMD. Premier modèle à 2200 classique refroidi à air. Et deuxième modèle à 2550 refroidi par liquide. Ces modèles qui restent en stock, ils y étaient déjà hier. Elles le sont toujours. Mais les séries 3000 de Nvidia ne sont pas restées. Et clairement, elles ne sont pas restées longtemps. Même les 3090 qui sont pourtant à des prix plutôt élevés. Il semblerait que le marché favorise, en tout cas au moins sur le très haut de gamme, Nvidia plutôt que AMD. Les 3090 se vendent mieux que les 6900 XT. Et là, c'est la représentation parfaite. Encore une fois, on est sur des cartes très très chères, mais chez Nvidia, elle trouve preneur. Ici, visiblement, un peu moins. Voilà qui conclut notre point actu hardware. Et oui, désolé de conclure sur les cartes graphiques, c'est un peu triste, mais c'est la réalité. Et au final, on commence à s'y faire, hein, c'est pas grave. On commence à se dire que 580 € pour une 3060, c'est pas si cher. Est-ce que c'est triste? Un peu, mais c'est notre vie. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, je vous invite à me faire des retours, c'est ce qui m'aide à progresser. Je réponds à tout avec grand plaisir. Et on se retrouvera demain pour la suite de l'actualité. Merci d'avoir regardé.